sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, Aurore nous confie son retour, dans un premier temps dans le pays de sa mère, où elle décidera de ne pas rester, puis au Bénin, temporairement, avant de poser ses valises dans le pays de ses années lycée. Aurore part pour l'Afrique, car elle sent que Londres, où elle réside, n'a plus rien à lui offrir. Elle a besoin de prendre du recul, de changer de trajectoire. Aurore est quelqu'un d'organisé, mais cette fois, elle avoue qu'elle n'avait pas réellement de plan. Aujourd'hui, elle revient sur ce retour un peu atypique, celui d'une personne préparée au pire, espérant le meilleur, et surtout sur sa difficulté à s'adapter au formalisme des relations hiérarchiques en entreprise. Est-ce qu'il faut pas? Il n'y a pas d'âge, hein. On est tous en chemin. Ouais, on n'aura jamais fini parce que une fois que tu te dis que tu as fini, ça veut dire que tu ne peux plus t'améliorer. Moi, j'ai accepté ça très récemment. C'est très très récent, hein. L'idée que en fait ça allait jamais finir, en fait, que ça allait toujours être je serai en perpétuel changement et que la partie être moi-même et la partie accepter que c'est pas fini, en fait, parce que tu sais, tu te dis j'aurais dû terminer ça à telle date et ça. En fait, c'est que très très récemment que je me suis dit, mais en fait ça va, c'est comme tu dis, c'est tout le temps. Donc oui, je disais, à quel moment tu décides de quitter Londres pour partir sur le continent, dans un pays finalement qui n'est même pas le tien? Ça a été super rapide. J'ai envie de dire que j'ai toujours pensé que j'avais pris le temps d'y penser, mais en fait, j'ai pas vraiment pris le temps d'y penser. Je pense que c'était la dernière année où j'étais à Londres. C'était une année où j'explique toujours aux gens que j'avais l'impression que la ville me disait c'est terminé pour toi. Dans le sens où c'était un espèce de moment, un moment clé où il fallait que je change un peu d'environnement, il fallait que je change un peu de boulot, il fallait que, et c'était pas le cas de bouger de Londres à Paris, par exemple, où j'avais de la famille. Je pense que j'avais toujours pensé à rentrer en Afrique. J'avais pas forcément un pays particulier en tête. Je pense que j'étais assez ouverte. Le fait d'avoir, même vécu à Londres, où tu sais, la langue est différente, etc. Je pense que j'étais très à l'aise avec l'idée d'aller dans un pays que je connaissais pas forcément. J'étais très à l'aise avec l'idée de m'adapter, etc. Et la décision de partir, elle s'est faite assez rapidement. Je pense que j'étais entre deux boulots. J'étais pas forcément au top de ma forme. J'étais pas forcément heureuse. J'avais pas l'impression que les choses allaient comme je voulais, même si j'avais pas une idée claire de comment je voulais que ça aille. Et du coup, je crois que ma mère partait en voyage, elle allait au Congo, parce que ma mère est congolaise, elle allait au Congo, et j'ai dit, mais je vais venir avec toi. Donc, je suis allée avec elle en vacances. Mm-hmm. Et j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas du tout, pas kiffé parce que ça reste mon pays, mais j'ai pas accroché. Et du coup, je suis rentrée à Londres, mais j'avais quand même décidé de partir. Et mes parents vivent au Bénin depuis une dizaine d'années, donc je me suis dit, bon, en attendant de décider où je veux aller, je vais aller au Bénin. Et c'était plus une question de je voulais partir de Londres plutôt que d'aller quelque part. Donc c'était pas je partais de Londres plutôt que j'avais une destination qui était tellement plus attractive que Londres, tu vois. Donc je suis allée au Bénin et puis voilà quoi, mon périple africain a commencé à Cotonou. Et qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas bien au Congo? Qu'est-ce qui était difficile quand tu es retourné au Congo? Comme tu dis, t'as pas kiffé, quoi. Non, je pense qu'en fait, c'était plus déjà partir de Londres pour arriver à Brazzaville. C'est un choc culturel de dingue, quoi. En termes de même culturellement, même la vie en général me paraissait c'était un peu lent. Donc, ce que il y avait de la famille, c'est clair. Donc, c'était, on va dire, la raison pour laquelle je serais allée au Congo, ça aurait été 70% parce qu'il y avait la famille. Donc, et même en même temps, je me dis, j'arrive au Congo et c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu que même les attaches, tu sais, on se dit quand on est à Londres que genre, c'est chez moi, je vais rentrer un jour, etc. Mais quand tu rentres, tu te rends compte que ça fait tellement longtemps que c'est pas chez toi, que tu n'as pas de repères
Tu connais peut-être des cousines que tu connais, mais t'as pas d'amis, tu n'as pas de, la ville a complètement changé depuis la dernière fois où tu étais, euh, ou en tout cas, peut-être que dans ton, enfin, l'impression que tu avais quand tu y étais, c'est plus la même chose, quoi. C'est plus la même chose. Tu avais l'impression que c'était super et quand tu arrives, tu te rends compte que bon, c'était pas si super que ça. Donc ouais, je suis allée, puis j'ai pas, enfin, je pense que c'était juste un trop gros choc. J'entends du bruit derrière toi. Je sais pas si t'as une fenêtre qui est ouverte. Ah oui, attends, c'est quoi, je vais me déplacer. Ouais. Donc ouais, non, donc c'était juste en fait moi qui aime bien me dire que je suis très flexible et que je m'adapte, etc. Et c'est vrai, je crois toujours ça. Je pense juste que au Congo, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Et donc, tu arrives au Bénin. Et Mhm. comment tu passes du Bénin à la Côte d'Ivoire? Alors l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est et j'ai l'impression qu'en fait je devais venir en Côte d'Ivoire parce que je me suis laissée vraiment porter par les événements. Je suis arrivée à Cotonou. Je suis restée 6 mois quand même à Cotonou euh, parce que je pense que j'étais plus en train de, on va dire, essayer de me conditionner un peu à, à la transition, on va dire. Donc j'essayais de m'acclimater un peu tout en sachant que j'allais pas rester à Cotonou non plus parce que Cotonou encore j'ai l'impression que c'est un peu plus, ça bouge un tout petit peu plus que Brazzaville. Euh, mais c'est vrai que je me disais bon, j'ai jamais passé le permis, je passais le permis. Voilà quoi, je me suis dit je vais me relaxer un petit peu, passer le permis et puis essayer de trouver du travail. Donc j'arrive à Cotonou et puis j'envoie des CV donc par email pour postuler dans divers boîtes qui cherchaient ou qui cherchaient pas forcément. Et puis, quand je suis à Cotonou, en fait, j'ai des amis de Londres qui me connectent à des amis à eux qui sont à Cotonou en disant, ah, ben, tu vas à Cotonou, je connais un tel, etc., qui n'est pas non plus béninois et qui vit à Cotonou. Donc, je rencontre les amis, on clique bien, et puis, je pense qu'en tant que communauté qui n'est pas forcément de Cotonou, on se réunit un peu tous. Euh, et puis, il y avait une grande majorité d'Ivoiriens. Enfin, en tout cas, il y avait au moins 2 Ivoiriens. Et puis, donc, un des amis que j'ai rencontré à Cotonou, qui me dit à un moment donné, je l'entends parler d'Abidjan. Et je lui dis, tu sais quoi, moi j'ai bien envie de venir en fait. Hein. Et puis genre, je rigole, mais pourquoi tu m'invites pas? Moi aussi j'ai bien envie de venir. Et puis, tiens, mais si tu veux, tu viens, il y a pas de souci, viens, on y va. Donc au final, je me retrouve à prendre mon billet pour aller à Abidjan. Et puis, et je pars pendant 3-4 jours. Et quand j'arrive, donc je revois, donc comme j'étais à Abidjan au lycée, je revois 2-3 amis d'avant. Enfin, je suis contente de les revoir. Et puis, je rencontre une autre de mes amies qui était à Londres aussi, qui est ivoirienne et qui est rentrée à Abidjan. Et puis, je lui dis oui. Elle me dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben là, je suis rentrée, je suis à Cotonou, j'aimerais bien m'installer en fait. Elle me dit, ah, mais est-ce que tu veux rester à Cotonou? Je lui dis non, pas forcément, je suis assez ouverte. Tu m'aurais dit le Kenya, l'Afrique du Sud, je serais partie, quoi. Donc, je lui dis, pour l'instant, c'est juste que j'essaie de, enfin, regarder un petit peu les opportunités, mais que je suis fermée à aucune, euh, à aucune option. Elle me dit, ah, mais justement, je connais quelqu'un qui cherche, etc. Envoie-moi ton CV. Je lui dis, bon, ok, pas de souci. Donc, j'envoie mon CV. Et elle m'appelle une semaine plus tard. Elle me dit, ok, je crois qu'on devait être mi-avril. Et elle m'appelle. Et donc, finalement, j'ai un entretien pour le poste. Et on me dit, faut être à Abidjan le 1er mai. Et donc, je suis rentrée à Cotonou faire mes bagages. Et puis, je suis revenue à Abidjan. Donc, Mais tu avais tout quitté à Londres. Quand tu avais quitté Londres pour le Bénin ou bien pour Brazzaville, tu avais déjà tous tes bagages, tu avais résilié ton bail et toutes ces choses-là à Londres en partant? alors, pas vraiment, c'était un peu, parce qu'en fait, je partageais l'appartement avec mon frère. Et du coup, je disais, je vais aller voir lui. Bon, il était à Londres, il bougeait pas. Donc, je me disais, bon, je vais aller voir comment ça se passe. J'avais pris la plupart de mes affaires, quand même. Mais je me disais, je vais aller voir comment ça se passe. Et puis après, bon, je sais pas si je reviendrai. Enfin, c'était un peu, je suis sûre que j'ai envie de bouger un petit peu. Mais je verrai. Donc, du coup, j'ai pas eu à faire un déménagement pas brutal. Mais c'était une transition assez douce dans le sens où j'ai pas eu, j'avais toujours mes affaires chez mon frère que je suis allée chercher après. Donc, tu avais déjà vécu à Abidjan une partie de ton enfance, donc c'est pas une ville complètement inconnue pour toi. Non, c'est pas complètement inconnu, mais après, je pense que parce que j'ai vécu 2 ans au lycée
Et j'avais beaucoup aimé Abidjan quand j'étais là. Après, tu sais, c'est différent. Je pense que la perception que tu as quand tu es au lycée, et tes parents payent les factures, c'est différent de c'est différent de quand c'est toi qui travailles et que voilà, dans le monde du travail, la façon de travailler et que tu as des choses enfin des factures à payer, enfin il y a toute une partie de ta vie adulte euh, que tu n'as pas vécu là-bas et ça reste une découverte en fait. Je pense que tu sais que tu aimes bien le pays, tu sais que tu aimes bien peut-être la mentalité des gens, mais tu la connais en tant que lycéenne. Tu la connais pas en tant que j'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire, etc. Donc il y avait quand même une partie découverte. Euh, et puis, enfin, je pense que j'étais préparée, j'étais pas, comment dire. Je pense qu'en venant, même en quittant Londres, je me suis préparée mentalement à vraiment, tu sais, le choc culturel, quoi. Je me suis préparée au pire. Je pense que ça fait partie de ma nature de me préparer, de me dire, OK, tu vas y aller. Il y aura pas Internet. Enfin, vraiment, je suis allée au max. Il y aura pas Internet. Il y aura les moustiques. Tu vas choper le palu. Enfin, bref, tu sais, tu te prépares mentalement à quelque chose de tellement, apocalyptique que, au final, en fait, tu arrives et c'est beaucoup moins grave que ce que tu pensais. Et peut-être que ça aide, en tout cas pour moi qui ai beaucoup bougé quand j'étais plus jeune. Je pense que le fait, limite, de m'attendre à quelque chose de pire que enfin, que la situation, en fait, ça m'a permis ouais, tu relativises très rapidement, quoi. Et de me dire aussi que j'ai été dans des conditions, j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans. Le Maroc, c'était pas un pays facile. Je sais pas si tu as des auditeurs marocains, mais le Maroc, c'est un peu l'idée de, tu sais, tu arrives enfin, le changement est d'arriver dans un environnement que tu connais pas, dans un environnement qui est potentiellement plus difficile, etc. Je pense que dans mon esprit, j'avais peur de rien, quoi. Je me disais, écoute, tu as pu te retrouver à tel endroit. Enfin, il y a aucune raison, en fait. La Côte d'Ivoire, c'est pas l'Afghanistan, quoi. Donc, il y a aucune raison que ça se passe mal, tu vois. Je me disais juste, bon, ouais, j'ai essayé d'énumérer un petit peu les pires choses qui pouvaient se passer et me dire, tu peux supporter ça, tu vois. Si ça se passe, tu peux supporter. Le palais, tu l'as déjà eu, ça va pas te tuer, tu vois. Donc, j'étais prête, quoi. Je pense que j'étais prête. Donc, tu arrives pour prendre ce poste-là à Abidjan. Les premiers pas en entreprise, les premiers pas finalement de ta vie d'adulte. Tu reviens à Abidjan, mais en tant qu'adulte. Comment ça se passe? Tu viens de dire que tu étais vraiment préparée au pire, mais le cadre professionnel, comment tu t'intègres dans le cadre professionnel? Je pense que j'avais pensé à beaucoup de choses, mais j'avais pas vraiment bien évalué le cadre, le cadre professionnel. C'est une entreprise qui est internationale, etc. Et que bon, voilà quoi. Mais je pense qu'en fait, les premiers jours, je pense que j'ai commencé à voir la difficulté de la vie en entreprise. C'est pas la même chose que vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, même pas juste le monde francophone, même le monde anglophone encore est encore différent. Donc là, de venir dans un monde francophone / africain, il y a des codes en fait clairement que je devais apprendre assez rapidement. Et puis c'est des trucs tout bêtes. C'est pas forcément de savoir faire. C'est pas le travail en lui-même. C'était pas forcément le travail. C'était plus dans les relations avec les gens, les relations avec la hiérarchie, les relations avec ses collègues. C'est quelque chose qui là, c'est clair que j'ai pris. Enfin, je pense que même dans ma vision, enfin, en tout cas dans les expériences que j'ai eues de vivre à l'étranger, ça n'a jamais impliqué travailler en Afrique. Donc oui, je sais gérer certaines choses de la vie au quotidien, mais c'est clair que le travail et les codes du travail, je les avais pas forcément. Donc j'ai dû les apprendre. J'ai dû les apprendre sur le tas. Qu'est-ce que tu as dû apprendre, par exemple? Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, tu penses avoir appris, justement, en termes de code? Je pense que des choses que j'ai appris, une chose que j'ai appris, mais que je n'applique, enfin, pas que je veux dire, je refuse
appliquer, mais que je choisis d'appliquer ou pas. Mais c'est vrai que la relation, par exemple, à la hiérarchie, euh, on va dire la question de comment certains patrons, la vision qu'ils ont du respect que tu es censé leur donner. Qu'est-ce qui constitue le respect, qu'est-ce qui n'est pas respectueux, par exemple. Je pense qu'il y a plein de choses que tu fais avec ton boss où tu peux avoir une relation où tu as beaucoup de respect pour la personne, sans nécessairement faire de courbettes, sans nécessairement, voilà quoi, sans nécessairement te compromettre, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est même pas une marque de, comment dire, c'est même pas une marque de respect, mais en fait il y a certains, on va dire managers et dans la façon dont ils abordent la relation qu'ils ont avec leurs subordonnés qui, je trouvais, qui était un peu, bon, voilà quoi. C'est des petits trucs où donc tu vas dire à quelqu'un, tu vas dire bonjour et en fait, on va te dire non, faut que tu viennes me dire, donc tu viens devant moi et tu me dis bonjour un tel. Donc tu vois, il y a une espèce de, et je me disais mais bon, c'est pas que j'ai pas dit bonjour en fait, c'est que on veut que je vienne et que je dise bonjour avec beaucoup plus comment dire, c'est un peu plus poussé. On veut un peu plus de forme dans la façon dont tu dis bonjour Un parce peu que c'est plus ton manager. protocolaire, c'est ça? Voilà, voilà. Et en fait, moi qui suis très relax et qui suis très, même très londonienne, très, tu n'as pas forcément cette dimension je sais qu'en France, tu vas entendre des gens qui vont se vouvoyer dans le bureau, etc. Enfin, en tout cas, on m'a dit qu'ils se vouvoient dans le bureau. À Londres, c'est vraiment pas comme ça. À Londres, c'est vrai que c'est ton manager, c'est vrai que il y a une dimension respect, etc. Mais j'imagine que la traduction ça aurait été que tu le tutoies et que à la fin de la journée, tu peux aller boire une bière avec ton manager, etc. Et c'est vrai que en arrivant à Abidjan, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines façons de faire les choses, il y a certaines façons d'adresser les gens, il y a certaines façons de de communiquer en fait avec son entourage qui est très différente. Et c'est vrai que moi, en arrivant dans la société dans laquelle j'ai travaillé, qui n'avait pas du tout ces codes et c'est pas du tout. Je continue de considérer que c'est pas un manque de respect, mais je m'adapte au fait que c'est ce à quoi les gens s'attendent. Et on a des collègues qui sont là et qui sont ivoiriens et qui donc ont toute leur expérience professionnelle a été en Côte d'Ivoire. Et en fait, je regardais comment eux ils interagissaient en fait entre eux et avec le manager pour comprendre en fait qu'est-ce qui était attendu. Et quand je dis que c'est un choix, c'est vrai que je me disais ok, je comprends que ça c'est culturel et ou ça c'est une question de voilà c'est comme ça que ça se passe ici etc. Il faut le faire. Et puis il y a certaines choses où je disais que je pense pas que ce soit nécessaire. Donc je me faisais un point d'honneur à ne pas faire certaines choses que j'estimais qui n'étaient pas nécessaires et qui étaient un peu voilà, Exagéré pas pour toi. abusives, voilà, un peu exagérées on va dire. Mais t'es béninoise, t'es congolaise. Quand tu arrives à Abidjan pour travailler, t'as besoin d'un visa, t'as besoin d'un certificat de travail. Comment cette partie-là se passe si t'en as besoin? Alors moi, enfin déjà je suis congolaise par ma mère, donc pas béninoise du tout parce que mes parents vivent au Bénin. Donc je pense que dans les périples qu'ils ont fait dans tous les pays, après ils sont restés au Bénin, mais ils sont pas béninois. Et puis je suis arrivée à Abidjan avec un passeport français. Et du coup, je pense que j'ai pris un visa de 3 mois parce que enfin, bon, pendant le temps de m'installer, etc. Et puis après, il faut une carte de travail. Il faut, je crois, à l'époque, maintenant c'est un peu différent, mais à l'époque, il fallait un visa d'un an pour les ressortissants étrangers, un visa de travail parce que quand on est étranger, qu'on est engagé par une société ivoirienne, il y a certaines taxes à payer, on va dire, à l'année. Mhm. Euh, et donc, du coup, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Et puis, j'ai eu je crois que c'était ma carte à l'époque de résidente qui était valide 1 an. Puis je la renouvelais, quoi. Donc, et ensuite, ils ont changé la procédure et maintenant, j'ai une carte de 5 ans. Donc voilà. Et cette procédure, tu l'as fait toute seule? C'est la société qui l'a faite pour toi ou tu as fait appel à un cabinet? Alors au tout début, on a fait appel à un cabinet parce que, enfin, moi je m'occupais un petit peu de la partie administrative, donc ça aurait été quelque chose que j'aurais dû faire.
Mais c'est vrai qu'en arrivant, ne connaissant pas vraiment et pour ne pas perdre de temps, en fait, on a fait appel à un cabinet et puis par la suite, en fait, je m'en suis occupée toute seule. Donc la première année, j'ai eu un peu d'aide et bon, il fallait quand même que je me rende dans les diverses administrations pour faire les démarches. Mais c'est vrai que j'ai été accompagnée par un cabinet qui me guidait un petit peu à travers, en sachant que les administrations, ça peut être très très long et très compliqué. L'héritage de la France. Mais, mais c'est vrai que j'ai dû faire appel à un cabinet. Donc même en parallèle de ça, je pense que j'ai eu à faire mon installation toute seule. Il a fallu les comptes en banque, etc. Ça, c'est vrai que j'ai pu poser des questions autour de moi. Et puis ça a été quoi, ça a été long, mais sans surprise. Et puis voilà. Donc, Ça fait combien de temps que t'es rentrée? alors c'était 2015. 2015, donc ça fait 6 ans. Ouais. Je pensais pas que j'allais tenir 6 ans. Ouais, je pensais pas que j'allais tenir 6 ans, mais ça fait 6 ans maintenant. Et comment tu t'y sens aujourd'hui professionnellement? Parce que tu disais qu'à Londres, professionnellement, tu t'y retrouvais pas vraiment, mais est-ce qu'en revenant en Afrique, tu t'y retrouves un peu plus? En Côte d'Ivoire? Euh, j'ai envie de dire, enfin aujourd'hui oui, j'ai envie de dire oui, et je pense que c'est pas forcément. Je pense qu'en fait le problème quand j'y repense, c'était pas forcément professionnel. Je pense que le côté professionnel était un symptôme de plein d'autres choses et que c'est plus le changement qui m'a fait du bien globalement et qui a eu un impact sur le professionnel. Donc je m'y retrouve un peu mieux parce que je me remets un petit peu. Enfin, je pense que j'ai eu le temps de remettre un peu en question j'ai commencé à travailler, mais c'est vrai que pendant que je travaillais, je suis venue faire ce que je savais faire, ce que j'avais déjà fait, et je remettais un peu en question enfin, c'était quoi mes motivations, dans quelle direction je voulais aller, et en fait, je me donnais le temps, tout en travaillant, d'explorer plusieurs choses et de voir si le problème c'était vraiment ce que je faisais. Euh, et je pense que je m'y retrouve beaucoup mieux aujourd'hui parce que aujourd'hui, je pense que je comprends mieux en fait quelles sont on va dire mes qualités, euh, mes compétences et j'ai un peu, le pourquoi en fait est un peu plus clair pour moi. Le pourquoi est un peu plus clair, donc c'est pas forcément. Je pense que c'était moins une question professionnelle qu'une question personnelle qui avait un impact sur le professionnel. Donc ouais, c'était un peu, c'était un moment. C'est vrai qu'en arrivant à Abidjan, c'était au-delà de l'acclimatation à la ville, l'acclimatation à un environnement professionnel qui est différent. Il y avait tout ce côté introspection qui était nécessaire et qui se faisait en même temps. Donc en même temps, j'apprenais les codes de la Côte d'Ivoire et en même temps, je m'habituais, etc. Et en même temps, je prenais le temps vraiment de faire un petit résumé de ce qui se passait, essayer de comprendre, essayer de voir où je me sentais à l'aise, où est-ce que j'aimerais aller. Voilà. Donc c'était une période assez intense, on va dire. J'ai commencé à faire du yoga à ce moment-là parce que je pense que le stress était à son paroxysme. Et du coup, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à tout ce qui est méditation, relaxation. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé parce que c'était vraiment une période de transformation, quoi. Et là, tu dis que ta vision est plus claire sur là où tu veux aller. Vers quoi tu veux Ma aller. Je pense que ma vision est plus claire. Je pense que j'ai éclairci sur enfin, je pense pas que j'ai une idée, genre, j'ai pas un poste clé que je me dise c'est ce que je veux faire. Je pense que j'ai compris pourquoi euh, j'étais office manager. J'ai compris quelles étaient mes qualités, mes compétences qui font que je fais bien ce travail. Et je pense que là, en ce moment, je suis dans une période où j'ai une idée de des qualités que j'aimerais développer. Donc c'est beaucoup moins. Je pense que j'ai pas forcément défini un profil ou en tout cas un poste clé. Je suis plus en paix avec
l'endroit, enfin, où je suis maintenant. Mhm. Et je pense que j'ai identifié un peu les choses qui m'intéressent et que j'aimerais développer et que donc j'essaie de développer un petit peu ça. Ok. Puis voilà. Toujours formation perpétuelle, on va dire. Ouais, je vois à peu près. Euh, dans quoi tu t'es sentie tout de suite à l'aise quand tu es arrivée à Abidjan? Donc quoi, je me suis sentie à l'aise. Je pense que j'ai envie de dire le volet culturel. Je pense que je me suis sentie à l'aise tout de suite. Je pense que j'ai trouvé, pour avoir voyagé souvent, il y a des pays où on se sent moins à l'aise. Il y a des pays où on vous accueille pas forcément les bras ouverts. Il y a des pays où on se sent peut-être plus étrangère que d'autres. Et je pense que la Côte d'Ivoire, je me suis sentie très vite intégrée dans le sens où j'ai pu travailler avec des gens pendant 6 mois avant qu'ils se rendent compte que j'étais pas ivoirienne. Ils me disaient, ah, t'as un petit accent, c'est parce que tu viens de Londres, tu vois. Ou alors parce que toi, tu es une linguiste, c'est pour ça que tu as un accent un peu, un accent un peu particulier. Mhm. Et c'est vrai que même le fait qu'on me pose pas la question d'où je vienne tout de suite, c'est juste qu'on sa condition d'étrangère n'est pas forcément, c'est pas un gros souci, quoi. Donc, je pense que le fait de se sentir intégré, le fait de se sentir comment dire, accepté plus rapidement que dans d'autres pays. C'est quelque chose que j'ai apprécié, qui a été relativement, enfin, c'est peut-être le point le plus positif pour moi. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? dans ton parcours? Euh, Franchement, rien. Hein. J'ai pas, j'essaie d'y penser maintenant. Je pense que ma, ma vision des choses, c'est que les choses se font d'une certaine manière parce que c'est nécessaire qu'elles se fassent de cette manière. Donc, j'aurais rien fait, j'aurais rien fait différemment. Peut-être que j'aurais pris les choses avec un peu plus de recul et peut-être avec un peu plus de, même de me dire que j'étais pas assez préparée ou que j'ai rien que je changerais. Je pense que chaque chose qui s'est passée de la manière dont ça s'est passé, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à m'apprendre quelque chose. Ça a servi à me faire découvrir une facette de moi que je connaissais pas forcément. Ça m'a remis un peu, enfin, les fois où c'était dur, en fait, je pense que, ou en tout cas, j'étais soit pas préparée, soit, voilà, je me suis pas pris comme il fallait, etc. C'est peut-être que ça m'a recadré un peu. Donc voilà, faudrait que la prochaine fois tu sois un peu plus, je sais pas moi, rigoureuse. Donc en fait, au final, je, je pense que mon parcours, je n'ai rien à changer quoi. J'ai pas de, j'ai pas un truc en particulier qui me vient à l'esprit où je me dis ça j'aurais fait différemment. Je pense que c'était nécessaire. C'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui de Londres? Qu'est-ce qui me manque de Londres? On va dire la rapidité. Je pense que c'est quelque chose ici, la rapidité, la fluidité de certaines choses enfin, la façon dont les gens en fait, on va droit au but. C'est cette mentalité on n'a pas besoin de tourner en rond 3 fois avant de trouver la solution. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que, enfin, un exemple tout bête, hein, c'est la banque et en Afrique, en Côte d'Ivoire et en France. Mais je pense que pour les Londoniens, pour ceux qui ont vécu en Angleterre, c'est la chose la plus frustrante que tu puisses connaître. C'est un peu, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient aller beaucoup plus vite. Je m'y suis habituée, mais c'est vrai qu'en fait, je, je m'y suis habituée, mais je l'accepte pas forcément, quoi. Donc je sais que c'est ça, mais j'accepte pas forcément les excuses quand on va et au restaurant et dans les administrations et à la banque et tout le monde a toujours des bonnes excuses. Non, mais c'est comme ça qu'on fait. Mais en fait, c'est parce qu'on vous explique un long parcours parce qu'il faut que ça aille d'abord avec telle dame, avec telle dame. Et on s'habitue, donc on prend le temps qu'il faut quand on fait certaines démarches, on sait que les gens peut-être prennent plus leur temps.
Donc ça, c'est assez frustrant. Mais bon, ça va, je m'habitue. À part ça, je pense que le volet culturel, je pense que Londres, c'est une ville où les gens sont beaucoup plus décomplexés. C'est une grande ville. Ce qui me manque un peu, c'est l'anonymat de Londres. Je pense qu'à Londres, à Abidjan, c'est vrai que, enfin, on va croiser des gens. Ah, mais j'étais là-bas, tu faisais ci, tu faisais ça, ou je t'ai vu avec un tel, ah, mais j'ai entendu dire que t'étais à tel. Parce que c'est peut-être en même temps les cercles dans lesquels je suis sont peut-être plus restreints, mais en tout cas, j'ai pas, à Londres, en fait, j'ai aimé être, anonyme, en fait. J'ai aimé ne connaître personne, aller dans certains endroits et ne pas, et puis découvrir des nouvelles personnes, connaître des nouvelles personnes. C'est vrai qu'ici, et encore une fois, c'est peut-être parce que je suis dans les mêmes trucs. On va toujours me dire, ah, mais ça, c'est la cousine du cousin d'un tel, etc. Et donc, il y a moins de nouveautés, il y a moins même de points de vue différents. Les gens sont différents. Donc, c'est pas, je dis pas que tout le monde est pareil, mais bon, à Abidjan, tu vas pas rencontrer un punk, je sais pas moi, allemand avec qui tu vas causer pendant 5 minutes et qui va avoir une vision de la vie qui est tellement différente de la tienne. C'est enrichissant au final. Donc je pense que c'est peut-être cette unicité, on va dire culturelle, et puis cet anonymat qui me manque. Donc et puis quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Je vais pas dire la nourriture parce que la nourriture n'est pas très bonne en Angleterre. Mais ouais. Je pense que c'est les deux points principaux, je pense, qui me manquent à Londres. Ça veut dire que les mondes se côtoient à Abidjan, mais ne se touchent pas forcément. On reste toujours dans les mêmes cercles. C'est ça. C'est très rapidement, pour info, enfin, une petite histoire, je suis allée dîner ce week-end et je connaissais la moitié du restaurant. En tout cas, je connaissais un peu, pas forcément personnellement, mais je connaissais de vue, je savais que ça c'est le cousin d'un tel, ça c'est le frère d'un tel, lui il est cousin avec telle fille, enfin. Et c'est vrai que, j'ai l'impression que, après, encore une fois, je vais pas mettre le blâme sur la ville d'Abidjan en général parce que j'ai le choix d'aller et de rencontrer d'autres personnes. Mais je pense que je trouve que c'est un peu plus compartimenté, que on reste souvent dans les mêmes sphères en fait, et qu'il y a beaucoup moins d'opportunités de sortir complètement et de voir quelque chose de complètement différent en fait. Donc voilà, ça c'est vrai que ça me manque un petit peu. D'accord. Aujourd'hui, je vais te poser deux questions ou trois maximum, et puis après on a fini. Je t'avais dit que j'allais pas te prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses avoir apporté sur place, et qu'est-ce que tu penses que les gens sur place t'ont apporté? Alors, je pense que je vais commencer par ce que les gens m'ont apporté. Je pense que dans la même veine de l'anonymat et de sortir un petit peu de son cadre, etc. Je pense qu'il y a un sens de communauté que, qu'en vivant à l'étranger, tu oublies que tu en as besoin, en fait. Il y a une espèce de sens c'est vrai qu'en étant à Londres, j'avais deux, trois amis proches avec qui j'étais souvent, et en fait, donc on passait les Noëls ensemble, on passait les fêtes parce qu'on n'avait pas forcément nos familles sur place. Et c'est vrai que tu t'habitues très rapidement à ça. Tu t'habitues, ça devient normal pour toi. Ça devient normal pour toi de vivre seul, ça devient normal pour toi d'être, je sais pas moi, dans le métro et d'être silencieux pendant ton trajet d'1 heure et demie jusqu'à ton travail. Cet anonymat, en fait, auquel tu t'habitues et dans lequel tu es confortable, en fait, en venant ici, tu te rends compte qu'il y a un certain sens de communauté, de chaleur humaine dont tu avais besoin. Tu vois, donc un truc tout bête où les gens qui vont te parler dans le taxi et qui vont avoir des petites conversations avec toi, les gens qui vont te sourire, les gens qui vont rigoler, les gens qui vont, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a cette espèce de chaleur humaine où ton boutiquier du quartier, il te connaît, du coup, tu deviens un petit peu, quand il te voit pas, il dit, mais je t'ai pas vu hier. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est vrai que ce sens d'appartenir, et c'est marrant parce que je suis pas ivoirienne, donc c'est pas forcément chez moi, mais, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien la Côte d'Ivoire, c'est que même en n'étant pas ivoirienne, il y a eu une espèce de
sens de la communauté, du fait que les gens qui étaient autour de moi, en fait, se souciaient de ce qui se passait, qu'on n'a pas forcément en Angleterre. On n'a pas forcément en Angleterre, et je parle pas des amis qu'on a, mais même juste les gens autour de nous, les voisins, voilà, la tata de ton ami qui devient ta tata. Voilà, les parents de tes amis qui deviennent tes parents, enfin bref. Qui deviennent la famille. C'est la famille. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose, en fait, moi j'ai vécu en Angleterre presque 10 ans. On oublie ce sentiment de familial, voilà, viens manger le dimanche midi. C'est des trucs tout bêtes, on se dit, oh là là, au début on se dit non mais moi j'ai des choses à faire parce que tu vois, tu as l'habitude d'être seul. Donc tu as pas l'habitude d'avoir des gens qui forcément veulent te voir, te demandent pourquoi tu m'as pas appelé, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, je sais que si je rentrais à Londres, ça ce serait un peu compliqué pour moi, tu vois. Donc il y a ça. Après ce que moi j'ai apporté, ce que j'ai apporté. Je sais pas, je pourrais pas te dire ce que j'ai apporté. Je pense que j'ai ajouté une pièce au puzzle qui n'est pas totalement la même que toutes les autres. Donc je suis pas totalement la même parce que je suis pas d'ici, j'ai des façons de voir les choses différentes. J'ai voyagé beaucoup étant jeune, donc j'ai une vision de peut-être la vie qui est un peu différente de quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais comment dire, qui n'a jamais quitté son pays, on va dire. Et c'est vrai que je pense que c'est cette ouverture d'esprit, etc. Je pense que c'est peut-être ça que j'apporte au quotidien, aux gens autour de moi. Et puis voilà quoi. Je pense que je vois. Si tu devais conseiller quelqu'un qui souhaite rentrer, quelqu'un qui a à peu près le même profil que toi, qui souhaite rentrer dans un des pays africains dans lesquels toi tu as pu partir, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pour toi, c'est quoi les indispensables? Alors pour moi, les indispensables, enfin l'indispensable, c'est j'ai envie de dire d'être prêt à tout. Être prêt à tout dans le sens où ne pas venir, parce qu'on voit souvent des gens qui rentrent avec ah mais Internet marche pas, ah mais il fait chaud, etc. Oui ça va, c'est pas là où tu étais, donc ce sera pas la même chose. Et en fait, faut être préparé mentalement à ce que la vitesse de l'Internet que tu avais au Canada n'est pas la même qu'ici. Il faut être préparé, et je pense mentalement, je pense qu'après, une fois qu'on est préparé mentalement à ce que les choses soient différentes, on les aborde différemment. On les reçoit différemment, plutôt que d'être fermé et de vouloir exactement ce que on avait au Canada, mais avec un peu d'aloco à côté. C'est pas ça. Je pense qu'il faut être ouvert au fait que les choses seront pas pareilles. Elles seront pas les mêmes. Il faut être, je pense qu'il faut être bienveillant. J'ai envie de dire à l'égard des gens qui sont ici et qui vivent des réalités différentes. Et donc je pense que c'est nécessaire de continuer à être exigeant, mais il faut pas être braqué, il faut pas être fermé. Je pense qu'il faut comprendre que les gens ont fait les choses depuis des années d'une certaine manière et que donc ça va pas changer en 5 minutes. Il faut vouloir les changer, il faut vouloir contribuer au changement et contribuer à l'amélioration, mais il faut pas être fermé sur une façon de voir les choses. Et je pense que ce que je vois souvent, c'est des gens qui arrivent et qui se plaignent mais du début à la fin, parce que c'est pas ce qu'ils avaient avant. Mais tu as changé de pays en fait, tu as changé de climat, tu as changé de culture, tu as changé les réalités politiques, économiques sont pas les mêmes. Tu peux pas te plaindre que les choses soient différentes ou qu'elles soient pas aussi bien que là où tu étais, c'est pas possible. Donc je pense que c'est plus avoir un esprit ouvert et avoir envie de s'adapter. Parce que quand on a envie de s'adapter, on aborde les choses de façon différente. On se dit bon, le coca n'a pas le même goût, mais c'est un goût que j'aime bien, que j'apprécie, enfin, des petites choses en fait, mais pouvoir être flexible en fait sur les différences qu'il y a entre le pays d'origine et le pays africain dans lequel on rentre. D'accord. Ok, ben, je pense qu'on a fini, hein. Si tu avais un mot de la fin, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Pas vraiment. Non, j'ai envie de dire le mot de la fin pour moi, c'est que je pense que l'Afrique c'était
c'était peut-être la pièce qui manquait. Je pense qu'en fait, parfois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, quoi. Vraiment, et j'adore Londres et ça me manque. Mais en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise quand je suis partie un peu rapidement et que je suis rentrée. Il y a des choses qui me manquaient. J'arrivais pas forcément à me dire ce qui me manquait. Je savais pas exactement ce que c'était. Et j'ai trouvé la réponse. Je sais pas c'est quoi la réponse, mais je pense que la façon dont je me sens aujourd'hui, la façon dont je m'épanouis aujourd'hui, ici, j'ai trouvé la réponse. Je sais pas exactement c'est quoi, mais ça a répondu à mes questions et je pense que pour beaucoup de gens qui vont être en Europe ou ailleurs et je pense qu'ils arrivent pas forcément à mettre un mot sur c'est pas, la vie n'est pas super top, mais bon, ça va. Et en fait, parfois c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la communauté, c'est la chaleur humaine, c'est certaines choses qu'en fait, on a en Afrique et qui sont très africaines et qui éventuellement pour les gens qui rentreraient c'est la réponse en fait, c'est la réponse à ce petit, on est africain, enfin en tout cas pour ceux qui sont africains, il y a une petite part d'africanité qui peut-être dans les pays européens est un peu j'allais dire suppressée, c'est pas un mot français ça, et un peu on ne l'exprime pas autant. Et pouvoir l'exprimer quand on vient en Afrique et pouvoir vivre avec les codes qu'on a connus, avec lesquels on a grandi, c'est ce que ça nous apporte quand même. Pour moi, c'est très très important. Donc je dis pour ceux qui ont envie de venir, pensez-vous, venez pendant 3-4 mois. Venez pendant 3-4 mois. Après, personne ne force personne à rester. Et c'est ça, je me dis, tu peux venir 10 ans en Afrique et puis dire, bon, finalement, c'était bien l'aventure africaine, je rentre. Mais c'est peut-être la réponse. Donc, faut venir voir, quoi. Donc, ouais, je pense que... Mais bon, ton podcast, en tout cas, je suis sortie de ma zone de confort. Bah, super. Moi, je suis contente que tu m'aies fait confiance. J'en suis vraiment reconnaissante et je suis sûre que ça va aider quelqu'un. Nous voici à la fin de cet épisode de Qui Sigue avec Aurore. Aurore fait partie de ces personnes discrètes qui, pour le devoir du partage, m'ont fait confiance en allant au-delà de leur nature. Merci d'avoir partagé un bout de vie avec nous. Merci de commenter et de partager cet épisode, il pourrait être utile. Posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook, je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine.